Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Club EBIOS. Aujourd'hui, on va parler d'un document qui est publié par le Collège des praticiens. C'est une fiche méthode qui s'intitule Comment exploiter les non-conformités du socle de sécurité dans le cadre d'une analyse avec EBIOS Risk Manager. Je me présente, je m'appelle Yann Grispan, je suis administrateur du Club EBIOS et responsable du Collège des praticiens. Et pour parler de ce sujet, de ce document, j'ai avec moi les coéditeurs de cette fiche méthode du Collège des praticiens, Thomas Fitoussi et Nicolas Van Cotter, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Fitoussi de l'ANSSI. Je suis le chef du bureau Management des risques cyber, donc le bureau qui porte la méthodologie EBIOS-RM au sein de l'ANSSI. Super, merci Thomas. À toi Bon- Nicolas. Bonjour à tous, donc Nicolas Van Cotter, je travaille au sein du groupe Thales à la SCCI France et je porte particulièrement les expertises sur l'analyse de risque et les homologations pour le périmètre réglementé au sein de Thales. Super, merci beaucoup Nicolas. Alors l'idée de départ, elle semble assez simple finalement, un socle de sécurité, une non-conformité qui constitue un écart à combler. Pourquoi finalement avoir ressenti le besoin d'écrire cette fiche maintenant? Thomas peut-être? Merci Yann pour cette question. Je dirais qu'on cherche d'abord de partir d'une réalité de terrain. On voit encore aujourd'hui beaucoup d'analyses qui tournent un peu dans le vide, où il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être très intéressantes, mais dont on n'arrive pas vraiment à matérialiser les choses. En fait, beaucoup de ceux qui font des analyses et donc des approches de conformité, en fait, font des jolis tableaux, des camemberts avec des pourcentages, mais au final, en fait, on n'en ressort pas grand-chose, si ce n'est juste des couleurs vertes, des couleurs rouges, et pas grand-chose. Je dirais que l'idée, c'est de sortir de cette conformité uniquement numérique pour donner du sens à tout ça et aussi pour faire en sorte que la conformité ne soit plus vécue comme quelque chose de rébarbatif, comme une corvée administrative finalement. Et en fait, nous pensons que on peut redonner du sens à la conformité en faisant une transcription d'une non-conformité avec le fait que ça peut faire apparaître une faille, une vulnérabilité qu'un attaquant pourrait utiliser pour mener son attaque. Et concrètement, ça permettrait de donner du sens à tout ça. D'accord. Alors, justement, Thomas, est-ce que, avant qu'on commence, parce que finalement, on voit que le socle, c'est plus qu'une simple checklist, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le socle de sécurité dans le BioCRM? Bien sûr, hein, le socle de sécurité, hein, ça fait partie vraiment des premières étapes de l'analyse au sein des BioCRM. Je dirais que au fond, c'est la liste des mesures de sécurité qui font référence et qui s'appliquent au système étudié, à l'objet de l'étude. Ces mesures, elles ne sortent pas de nulle part, hein. Elles proviennent généralement des obligations réglementaires, des normes, on va dire des règles internes à l'organisation, des politiques de sécurité que l'organisation doit appliquer et qui viendraient on va dire de directives sectorielles, etc. Ou simplement de règles d'hygiène numérique les plus simples qui soient. N'hésitez pas à regarder les guides de l'agence, hein, il y en a un qui les détaille assez bien. Et en fait, l'ensemble de ces mesures peut être d'ordre physique, technique ou organisationnel. Et au fond, en fait, ce socle de sécurité, on a plutôt l'habitude de le mettre en avant car il permet de se prémunir des attaques, on va dire, large spectre, et donc on va dire, d'éviter d'être la cible d'attaques opportunistes ou éventuellement des erreurs courantes, du coup, auxquelles on pourrait être confronté. Voilà, tout simplement. Super, merci Thomas, effectivement, c'est plus clair. Du coup, maintenant qu'on a cette vision plus claire de ce qu'est exactement le socle de sécurité, si on veut parler un peu du cœur du document, la fiche propose une démarche en 4 étapes pour intégrer les non-conformités dans une analyse EBIOS-RM. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette approche? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, on s'appuie sur une approche en 4 étapes. La première étape, évidemment, c'est au niveau de l'atelier 1 pour identifier toutes ces non-conformités plus ou moins importantes vis-à-vis du socle de sécurité. Comme vient de vous l'expliquer Thomas, effectivement, les exigences dans le socle de sécurité peuvent être de différentes natures.
donc au niveau technique, au niveau organisationnel. Ça peut être aussi des exigences sur la gouvernance de l'organisme, sur la sécurité physique au niveau du site, également sur les tiers, la chaîne logistique, donc plutôt de portée contractuelle. Donc l'idée, c'est de bien faire un passage sur tous ces aspects. Maintenant, tous ne vont pas pouvoir être pris en compte de la même façon pour la suite. Alors, au niveau de cet atelier 1, je ferai déjà après avoir fait ce passage pour évaluer la conformité, je préconise d'en profiter pour déjà identifier les non-conformités qui portent finalement sur des biens supports de notre système à étudier, et finalement de traduire ces non-conformités en vulnérabilités qui porteraient directement sur ces biens supports. Et donc finalement, commencer à constituer un catalogue des vulnérabilités présentes sur notre système d'information. On peut aussi euh, commencer aussi à mettre de côté toutes les non-conformités qui auraient trait au tiers, à l'écosystème, parce que là aussi, on va voir que ça va nous intéresser dans la prise en compte des non-conformités dans les autres ateliers. Donc ça, c'était la première étape. La seconde étape, ça va être avant tout sur l'atelier 3, donc avec l'étude de l'écosystème et les scénarios stratégiques. Donc là, on va plus particulièrement s'intéresser aux non-conformités qui portent typiquement sur les tiers, par exemple des clauses contractuelles qui sont jugées un peu faibles, ou le fait qu'on n'ait pas un droit d'audit sur des prestations qui sont pourtant un peu sensibles. Également, on va pouvoir corréler ça avec l'étude de la dangerosité des parties prenantes. Et donc, effectivement, en fonction de leur niveau de pénétration, de leur interaction avec notre SI, les écarts par rapport au socle de sécurité vont pouvoir nous donner des indications sur l'intérêt de garder ces parties prenantes sous le coude pour construire les scénarios stratégiques, en prenant en compte dans les chemins d'attaque, effectivement, ces tiers qui pourraient être plus susceptibles que d'autres d'être exploités par un attaquant pour essayer de nous atteindre, essayer de nous nuire. Mmh. Ensuite, l'étape 3, ça va être au niveau de l'atelier 4. Donc là, on arrive au niveau des scénarios opérationnels. C'est là où on a tout l'intérêt d'avoir mis de côté et transformé en vulnérabilité les non-conformités qui portaient sur les biens supports, puisque finalement, on va avoir comme ça, dans notre SI, les biens supports candidats à être exploités par un attaquant. Alors bien sûr, l'étude de conformité n'est pas la seule source de vulnérabilité exploitable pour construire ces scénarios. Il peut aussi y avoir des résultats, par exemple, d'audit techniques qui peuvent aussi nous donner beaucoup d'informations. Le suivi des avis CERT peut aussi nous donner des informations sur des vulnérabilités portant sur nos biens supports. Et donc, avec ce catalogue consolidé de vulnérabilités, on va pouvoir piocher dedans pour construire des scénarios opérationnels de bout en bout qui soient vraiment contextualisés, concrets par rapport à notre système d'information, donc qui ne soient pas hors sol, parce que malheureusement, on trouve Mmh. encore assez souvent dans certaines analyses de risque qui ne font pas justement ce lien entre l'analyse de conformité et l'analyse par scénario. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une approche concrète et de vraiment pouvoir exprimer des risques qui portent sur notre système d'information. Mmh. Et enfin, la dernière étape, c'est bien sûr l'atelier 5, avec le traitement des risques portant sur notre SI. Donc, on va pouvoir consolider dans le plan de traitement des risques, justement, toutes ces vulnérabilités que l'on veut couvrir. Donc, on va mettre en face des mesures de traitement. Et le fait d'avoir passé à travers les scénarios les non-conformités portant sur les biens supports, ça va nous permettre de pouvoir les prioriser en fonction des risques sur lesquels ça peut déboucher. D'accord. Voilà Super, merci notre. Nicolas. C'est plus clair, effectivement.
Alors, à la lecture du document, il y a un avertissement assez fort sur le risque de dérive finalement. Et c'est quoi cet effet tunnel de conformité qui est abordé dans le document? Thomas, tu peux nous en dire deux mots? Donc, l'effet tunnel, finalement, c'est l'erreur de vouloir transformer automatiquement chaque écart de conformité en risque. Or, en fait, au sein des BIOS Risk Manager, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. En fait, il y a pas un automatisme entre écart de conformité et risque. En fait, une non-conformité prise isolément, c'est pas un risque. Pourquoi? Parce que la non-conformité, elle ne donne pas d'informations sur qui voudrait nous attaquer, quelles seraient ses motivations, et surtout, en fait, sans construire vraiment le scénario d'attaque, on ne peut pas savoir comment l'attaquant est réellement capable de nous faire du mal, de porter atteinte à notre système d'information, et comment en fait il peut être en mesure d'exploiter cette vulnérabilité. Une Mhm. vulnérabilité peut très bien être existante, mais finalement inaccessible parce qu'on est sur un système isolé et qu'on tient sur de la sécurité physique, par exemple. Enfin, il peut y avoir d'autres cas d'usage, évidemment, mais Mhm. toute vulnérabilité n'est pas forcément exploitable. Et donc, toute non-conformité n'est pas forcément pertinente à considérer comme étant un risque. Et donc finalement, si une mesure issue d'une non-conformité n'est reliée à aucun scénario retenu dans l'étude, elle ne devrait donc théoriquement pas figurer dans le PTR, c'est ça? Nicolas? Oui, exactement. Oui, tout à fait. L'idée des BIOS Risk Managers, c'est bien de faire une gestion par les risques et donc de pouvoir prioriser finalement par les risques les mesures à mettre en œuvre. Si on n'arrive pas à exploiter ces vulnérabilités dans des scénarios tangibles pour notre système d'information, ça veut dire qu'elles ne sont absolument pas prioritaires pour notre contexte. Donc, ça ne veut pas dire que dans l'absolu, ce ne sont pas des vulnérabilités, mais dans notre contexte, effectivement, Mhm. ce ne sont pas des vulnérabilités exploitables, donc à traiter en Qui génère du priorité. risque. Mhm. Voilà. Ouais. Et j'ajouterais pour ceux qui seraient frustrés de ne pas faire ce travail de toujours lier une vulnérabilité à un risque, ou je dirais plutôt une menace élémentaire. Pour ceux qui sont curieux, il y a un travail intéressant qui est fait par le BSI allemand, qui a fait justement ce travail de relier toutes les mesures classiques que l'on trouve dans un socle de sécurité avec des menaces élémentaires. Donc ça s'appelle l'IT Grundschutz Compendium. Donc on trouve sur le site du BSI allemand, donc l'équivalent de l'ANSSI en Allemagne, et qui est très exhaustif, mis régulièrement à jour en allemand, un peu moins souvent en anglais, Mhm. et qui nous permet comme ça de pouvoir voir à quoi sert chaque mesure de sécurité que l'on aurait dans notre socle. Super. Merci Nicolas. Donc en synthèse finalement, l'analyse du socle de sécurité permet d'intégrer les menaces systémiques, donc les risques génériques et l'hygiène informatique, comme on l'a évoqué, sans alourdir forcément l'étude. Par contre, ces écarts de conformité identifiés dans ce socle peuvent directement alimenter finalement l'élaboration des scénarios et nourrir la réflexion concernant les menaces stratégiques, c'est-à-dire les scénarios de haut niveau où un attaquant spécifique pourrait cibler l'objet de l'étude. Est-ce que vous auriez un dernier conseil finalement pour ceux qui vont télécharger et lire la fiche? Allez, je peux commencer. Je dirais que cette fiche, c'est un guide, hein, donc c'est bien votre expertise terrain qui fera la différence. Donc, utilisez-la comme un levier pour faire en sorte que vos analyses soient d'autant plus pertinentes et utiles. Et surtout, peut-être donner du sens et avoir un véritable impact auprès de vos responsables et décideurs. Je pense que c'est ça la clé du succès. Nicolas? Oui, donc j'ajouterais qu'effectivement, l'approche par conformité et l'approche par scénario ne doivent pas être vues comme deux approches qui seraient complémentaires mais autonomes l'une de l'autre. Il faut vraiment voir l'approche par conformité comme une source d'alimentation pour bonifier finalement l'approche par scénario, lui permettre d'être plus pertinente, car s'appuyant vraiment sur les faiblesses et vulnérabilités factuelles du SI. Et également, dans l'autre sens, l'approche par scénario peut aussi être vue comme un très bon moyen de communication sur une prise de décision pour la couverture ou non de certaines non-conformités euh, que le RSSI, par exemple, peut trouver très problématiques, mais qui sont jugées très coûteuses.
Mhm. Passer par un scénario, cela illustre le risque à ne pas faire finalement, et c'est mieux que juste des diagrammes de couleurs, des pourcentages qui sont pas Mhm. forcément très explicites pour les décideurs. Effectivement. Bien, ben, merci beaucoup, merci Thomas, merci Nicolas. La fiche complète, donc comment exploiter les non-conformités du socle de sécurité dans une analyse EBIOS RM est disponible sur le site du Club EBIOS. On va vous mettre le lien en description. Sinon, vous pouvez aussi la télécharger directement depuis le site internet. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.